Bonjour. Acheter une maison au Portugal, ça fait rêver beaucoup de monde, c'est sûr. Mais attention, le chemin peut réserver quelques surprises, disons désagréables. On va explorer ensemble aujourd'hui les points de vigilance importants, cruciaux même pour éviter les pièges. On s'appuie pour ça sur un guide de prévention fait pour les acheteurs étrangers. Notre objectif, identifier les principaux risques et surtout voir comment sécuriser au mieux son investissement là-bas. Alors premier point, et il peut coûter cher, les constructions illégales. On entend parfois parler de travaux faits sans autorisation, une piscine ajoutée comme ça ou un garage transformé. Ah oui, ça c'est un vrai problème. Un risque sérieux même, parce qu'après la vente, c'est le nouveau propriétaire qui peut se retrouver responsable. Imaginez un peu recevoir un ordre de démolition pour quelque chose que vous n'avez pas fait vous-même. Aïe, oui, ça refroidit. La clé, c'est la vérification de la licenciée d'habitat 100, le permis d'habiter en gros. Il faut absolument s'assurer que tout ce qui est bâti sur le terrain correspond bien aux plans qui ont été approuvés par la mairie. D'accord. Donc il ne faut pas se fier juste à ce qu'on voit ou à ce que le vendeur nous dit. Les papiers officiels, c'est ça qui compte. Consulter un ingénieur ou peut-être aller directement au service d'urbanisme de la commune, c'est une bonne idée alors? Absolument. C'est même indispensable, je dirais. C'est la seule façon d'être certain, à 100%, que la situation est légale. Comparer ce qui existe vraiment avec les plans enregistrés, c'est crucial. Ok, c'est noté. Autre sujet d'inquiétude possible, les dettes. Celles qui pourraient rester attachées à la propriété. On pense aux impôts locaux comme l'IMI, mais ça peut aussi être des factures d'eau, d'électricité ou des charges de copropriété impayées. Voire une hypothèque qui n'a pas été soldée, oui. Exactement. Et là, attention, c'est une spécificité portugaise assez importante. Certaines dettes, elles suivent le bien immobilier. Elles ne suivent pas le vendeur. Donc si elles ne sont pas totalement réglées avant la signature finale de l'acte de vente, L'acheteur peut se retrouver à devoir payer. c'est ça. C'est exactement ça. Il peut en hériter, bien malgré lui. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'on achète une maison et on découvre après qu'il faut payer les vieilles factures du propriétaire d'avant. C'est assez surprenant comme système. C'est ça. D'où l'importance, mais vraiment capitale, de demander, et ça c'est le rôle de votre avocat sur place, des certificats récents qui prouvent qu'il n'y a aucune dette, zéro dette. Et il faut aussi que le contrat de vente, la promesse ou l'acte final, mentionne noir sur blanc que le bien est vendu libre de toute charge ou dette. C'est une clause essentielle. Et pour les hypothèques? Pour les hypothèques, il faut une attestation officielle de la banque qui confirme la levée complète. Et ça, il faut le vérifier avec le notaire au moment de la signature. Très clair. Parlons aussi d'un autre point, l'occupation du bien. Il peut y avoir des locataires en place et j'ai cru comprendre que la loi portugaise les protège pas mal, surtout s'ils ont de vieux baux. Oui, tout à fait. Particulièrement les contrats de location qui ont été signés avant 1990. Attention avec cela. Certains peuvent donner aux locataires un droit quasi à vie de rester dans le logement, et souvent avec un loyer très bas, déconnecté du marché actuel. Et donc essayer de récupérer le bien peut être compliqué. Très compliqué. Tenter une expulsion peut devenir un vrai parcours du combattant, long et coûteux en frais juridiques. D'accord. Donc il faut absolument savoir, avant de signer quoi que ce soit, si le bien est occupé ou vide. Impérativement, c'est non négociable. La promesse de vente, le contrat préliminaire qu'on appelle CPCV, doit stipuler clairement que le bien sera libre le jour de la vente finale. La formule consacrée, c'est livre de pesos et bens, libre de personnes et de biens. Et méfiance, il y a même eu des cas notamment rapportés du côté de Porto, d'arnaques avec de faux baux qui sont présentés juste avant la signature pour dissuader l'acheteur ou compliquer la transaction. D'accord. Au-delà de ces points qui sont vraiment liés au bien lui-même, est-ce qu'il y a d'autres risques liés à la transaction, au processus d'achat? Oui, il y en a d'autres. Bon, c'est plus rare, heureusement, mais la fraude sur le titre de propriété lui-même, ça peut arriver. Ce qui est plus courant, c'est le risque de traiter avec des intermédiaires qui ne sont pas agréés, des agents immobiliers non officiels. Comment on vérifie ça? Il faut toujours demander et vérifier le numéro d'enregistrement AMI de l'agent. On peut le faire sur le site de l'IPMC, c'est l'organisme de régulation au Portugal. C'est public et facile à consulter. Et puis, autre point de vigilance, les virements bancaires. Surtout pour les grosses sommes, comme la compte ou le solde. Ah oui, les arnaques par email. Exactement. Toujours revérifier les coordonnées bancaires du notaire ou de l'avocat par un autre moyen. Un coup de téléphone ou en personne si possible. Jamais se fier uniquement à un email. C'est un bon réflexe partout, mais particulièrement important dans ce contexte.
Et dans les zones très touristiques comme l'Algarve par exemple, y a-t-il des pièges spécifiques à guetter? Oui, là, il faut faire attention aux offres qui paraissent parfois trop belles pour être vraies. Ce sont quelquefois des systèmes de timeshare, vous savez, la multipropriété, ou des adhésions à des clubs de vacances. C'est parfois présenté comme un investissement immobilier classique, mais ça n'en est pas un. Ce n'est pas la même chose qu'acheter un bien en pleine propriété. Et surtout, ça implique souvent des frais annuels, des charges de gestion, qui peuvent être assez conséquentes. D'accord, donc bien lire les petits caractères et comprendre exactement ce qu'on achète. Face à tous ces risques potentiels, quelle serait la meilleure stratégie globale pour se protéger? Ben, le maître mot, c'est la diligence raisonnable, la fameuse due diligence. Mais il faut être conscient qu'elle doit souvent être plus poussée que ce qu'on ferait peut-être dans son propre pays, où on connaît mieux les rouages. Le plus important, je crois, c'est de s'entourer d'une équipe locale de confiance. Et indépendante, Certes. c'est clé. C'est-à-dire, Un avocat qui soit vraiment spécialisé en droit immobilier portugais et qui ne travaille que pour vous, pas aussi pour le vendeur. Un notaire rigoureux et peut-être un expert technique, un ingénieur ou un architecte pour inspecter le bâtiment avant l'achat. Ensuite, vérifier, vérifier et revérifier tous les documents. Tout comparer. Et surtout, ne pas chercher de raccourcis. Suivre les procédures légales à la lettre. En résumé donc, si le Portugal reste un marché immobilier globalement sûr et attractif, les acheteurs étrangers doivent vraiment aborder leurs projets avec beaucoup de sérieux, de prudence. S'entourer de professionnels compétents et indépendants, ce n'est pas un luxe en fait, c'est une nécessité pour sécuriser son investissement. c'est tout à fait ça. Une nécessité absolue. Et peut-être juste une dernière pensée pour conclure. Une fois qu'on a fait toutes ces vérifications légales, financières, techniques, quelle importance on devrait accorder à l'histoire un peu plus informelle du lieu, aux relations de voisinage, à l'ambiance du quartier? C'est un aspect qu'on oublie souvent, mais qui fait partie intégrante de ce qu'on achète réellement quand on décide de s'installer ailleurs, à l'étranger. Ça mérite réflexion, je crois.